Alors, comme vous êtes familier, parce qu'on vous casse la tête 24 heures sur 24 avec TJM sur à peu près tous les réseaux possibles et inimaginables, vous avez compris, on accompagne des gens dans des reprises d'entreprise. On pense qu'il y a 1 milliard de raisons pour reprendre une boîte en France plutôt qu'en créer une, et notamment à cause d'un point extrêmement simple dont très personnellement je n'avais pas conscience il y a encore ne serait-ce qu'un an, c'est à quel point le marché des capitaux privés préfère de très 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 loin la reprise à l'investissement dans une start-up. It was a nice weekend. Yeah, hey, c'est pas mal, non? C'est TGIM. Récemment, je parlais avec le PDG d'une boîte de levée de fonds, assez connue en France, qui pendant très longtemps a fait des startups et s'est mis à faire des levées de fonds de reprise. On parle d'un partenariat de TGIM ensemble. Et il me dit, je lui dis, mais quand même, ça doit être compliqué, tous ces dossiers de reprise, c'est pas très sexy. Ça doit être dur de mobiliser les investisseurs. Et il m'a dit que c'était plus facile de lever 1 million d'euros pour une reprise que 300 000 euros pour une start-up. Et les chiffres sont assez fous, puisque lui, il travaille par cold email, et il me montrait que le taux de conversion des reprises était plus élevé. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi? Pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est vrai qu'avec mon prisme, mon histoire, mon envie, ma volonté, ma personnalité, j'aurais tendance à me dire, je préfère mettre 1 euro dans une boîte qui peut me rapporter 1 million que de mettre 1 euro dans une boîte qui peut me rapporter 2 ou 3, quoi. Quel intérêt les investisseurs ont de ça? Et puis, je me suis rappelé que j'avais raté quand même beaucoup de choses dans la psychologie française. Et j'avais raté 3 choses fondamentales. C'est que les Français n'aiment pas perdre d'argent. Ça, c'est un truc. Et que dans une reprise, c'est quand même très rare de perdre de l'argent. Alors, ça peut arriver, hein. Il y a des génies dans tous les domaines, hein. Il y a des gens qui feront faillite avec des reprises. Mais bon, quand on rachète une boîte qui a 30 ans de cash flow, normalement, on ne la plante pas dans l'année, quoi. Et en même temps, en tant qu'investisseur, on se fait souvent rembourser avant même que le mec ait eu le temps de la planter, en fait. Donc même si vous tombez sur un repreneur catastrophique, le temps qu'ils mettent à casser le travail de 3 vies, 2 générations, vous avez le temps de rentrer, sortir, faire votre argent. Deuxièmement, les gens ne cherchent pas des rendements si élevés que ça. Si vous dites à quelqu'un que vous lui payez 10% par an, 12% par an, comparé à un livret A, c'est énorme. Et puis, troisième chose, quelque chose de beaucoup plus, finalement, je veux dire, mystérieux pour moi. Les gens aiment vraiment le tissu de PME française. Ça fascine. L'idée de participer à ce qu'on appelle l'économie réelle, d'investir dans des vrais emplois, etc. Et alors pourquoi je dis que c'est mystérieux? Non pas que je trouve pas ça bien, ou c'est même pas une forme de mépris de ma part, mais c'est juste que c'est invisible. Ça intéresse énormément les gens, et pourtant on ne le voit jamais dans la presse, on ne le voit pas dans les blogs, on ne le voit pas dans les newsletters, on ne le voit dans rien du tout. Et depuis que je fais TJM, je passe de l'autre côté, je constate en fait que c'est un sujet qui fascine vraiment les gens, et il y a un immense trou de marché en termes de communication. Donc, s'il y a de l'argent, le point de rupture, le point de complication, c'est plus l'argent, c'est les talents. Parce que s'il y a de l'argent pour reprendre des entreprises, le sujet c'est où sont les talents pour pouvoir mettre cet argent au travail. Et c'est vrai que bizarrement, alors moi ça fait 20 ans que je débarque dans des domaines où j'y connais rien et je pose juste une question, pourquoi vous faites comme ça? Et personne ne me répond. Quand on a démarré TJM, on a rencontré tous les vieux de la vieille de la reprise d'entreprise en France et on leur pose toujours la même question, c'est quoi la plus grosse difficulté? Et ils répondent tous, l'apport personnel. Il n'y a pas d'apport, les gens n'ont pas d'apport, l'apport, apport, ok, mais c'est bizarre, non? Imaginez, Mark Zuckerberg, il vous dit, ouais, j'ai pas pu faire Facebook, j'avais pas d'argent pour payer les serveurs.
Quoi? Non, personne ne dit ça. Et donc, je posais une question qui était toujours la même. Mais pourquoi vous ne levez pas des fonds pour vos repreneurs? Pourquoi vous n'utilisez pas les techniques de levée de fonds des startups dans le monde de la reprise? Et puis en plus, entre nous, apparemment, c'est plus simple. Et là, la réponse de tous ces acteurs-là était la même. Ben non, c'est impossible de lever des fonds ou on n'aime pas lever des fonds. Alors, le rapport de la levée de fonds a deux trucs en France. Il y a un rapport esthétique à la levée de fonds, quasi aristocratique dans ce monde-là, un peu comme les aristos qui refusent de travailler. Oh là là, mon Dieu, c'est sale. Moi, je ne lève pas des fonds. Moi, je suis un entrepreneur. Non, tu vas juste supplier une banque et, et passer ta vie à ramper devant un monde bancaire complètement fou qui demande des garanties excessives, mais l'idée de prendre du risque et de t'aligner en risque. Et la deuxième chose, c'est l'obsession d'avoir 100% de la boîte. Alors, à mon avis, il y a une raison secrète et une raison publique à cette obsession. La raison publique à l'obsession d'avoir 100% de la boîte, c'est je veux être en contrôle, je veux pas qu'on me dise quoi faire, je veux être mon propre patron. Bon, je peux comprendre. Pour m'être mis et fracassé avec un nombre incalculable d'investisseurs dans ma vie, de temps en temps, ça m'aurait fait du bien d'être à 100% entre nous. Mais, ok. La vérité, c'est que vous pouvez structurer des holdings, des packs d'actionnaires. Il y a plein de techniques pour limiter le pouvoir de nuisance d'un actionnaire et de le garder aligné économiquement. Donc, ça me paraît un peu surréaliste. Et puis, il y a une raison plus honteuse, dont personne ne parle, c'est que c'est plus dur de faire de l'abus de biens sociaux avec un actionnaire. Comme le système économique français repose sur le fait que la plupart des dirigeants de PME passent 80% de leur vie perso à la frontière du perso et du professionnel, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur quand il y a des gens qui sont là. Mais pareil, il y a des solutions. Vous pouvez faire des holdings, vous pouvez mettre en place des refacturations claires, transparentes avec vos actionnaires, vous pouvez les valider. Et c'est vrai qu'en fait, vaut mieux essayer de gagner plus d'argent que d'essayer d'aller chercher, grappiner un resto ou un week-end professionnel. Et donc, quand on comprend ça, on comprend en fait que les repreneurs ont un boulevard devant eux. Et ce boulevard, c'est l'opportunité de TJM, c'est d'éduquer les gens à la levée de fonds, d'éduquer les gens au storytelling, d'éduquer les gens au leverage pour leur permettre de pouvoir reprendre des boîtes. Et là commence le vrai sujet, la vraie difficulté. Là, on rentre dans le dur. C'est comment on source des boîtes. Comment on trouve des deals qui ont de l'intérêt. Comment on fait pour réussir à aller au fond des choses. Alors, la première chose, c'est que si on décide qu'on est un repreneur, et je l'ai dit dans plein de vidéos déjà sur la chaîne de TJM, il faut d'avoir une clarté, une thèse d'investissement. Il faut se dire, ok, moi, je veux ça, je suis capable de ça, et donc j'ai un alignement entre moi et le type d'entreprise que je peux reprendre. L'erreur que souvent les gens font, c'est je veux reprendre une entreprise, voilà. Ils ouvrent papers.com, 70 000 dossiers à étudier, 30 dossiers plus tard, endormis sur le clavier, ils se disent putain, c'est foutu. Donc la thèse d'investissement, c'est la fondation du filtre de clarté. Si vous avez une thèse forte, vous êtes capable de filtrer les dossiers. Alors, vous pouvez avoir une thèse autour de vos compétences, vous pouvez avoir une thèse autour d'un secteur, vous pouvez avoir une thèse autour d'une méthode, une approche, une façon de voir les choses. Par exemple, comme ça me casse les pieds tous les mecs qui sont là, ouais mais vous n'avez pas repris de boîte, comment vous pouvez parler de reprise? Je me suis chauffé pour faire moi-même une reprise sur les 4 derniers mois. Et moi, j'ai une thèse extrêmement simple, c'est de racheter des entreprises japonaises pour les internationaliser. Depuis le temps que je cherche une excuse pour aller au Japon plus souvent et d'avoir une excuse de travailler au Japon, je me suis dit, il y a un pool économique immense, c'est toutes ces boîtes japonaises qui ont des savoir-faire uniques, mais que personne ne connaît dans le monde, et j'ai une compétence
qui est marketing, storytelling, internet, dropshipping, e-commerce, virtuel, etc. Si vous mettez ça dans des boîtes qui font des produits japonais, vous avez un deal. Et en plus, j'ai trouvé le mécanisme financier grâce à cette thèse. Comment je fais? Moi, je fais pour acheter des boîtes sans argent, parce que c'est ça la magie. C'est quand vous êtes un peu créatif, vous comprenez que l'argent, c'est pas le truc. C'est que vous contactez une boîte et vous créez un instrument financier qui est un swap for equity. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous swappez en échange de performance internationale de l'equity locale. Donc je contacte des boîtes japonaises, je leur dis vous vendez votre produit 1, vous me donnez une exclusivité internationale sur votre produit, je le vends 5, parce que les Japonais n'y connaissent rien en pricing, hein, c'est un truc... les Japonais, s'ils pouvaient vous donner de l'argent quand vous achetez un truc, ils se sentiraient mieux. Ils se diraient, ah, ce serait l'omotehashi, je crois qu'ils appellent ça. C'est le fait d'aller plus loin dans l'hospitalité. Et donc, ils sont encore plus déglingués que les Français sur l'argent. Je ne savais pas que c'était possible de rencontrer plus déglingués que le Français moyen, mais il y a le Japonais moyen qui, lui, carrément, ne sait pas ce qu'est l'argent. C'est virtuel, l'argent, c'est conceptuel. Et donc, vous lui dites, moi, je vends ton produit, et puis, je vais te reverser 50% du profit, et une partie de ce profit va racheter ta boîte petit à petit. Et au bout d'un moment, j'aurai acheté suffisamment de la boîte pour fusionner la boîte japonaise avec la boîte mondiale et en faire une marque globale. Mais vous voyez, l'avantage de cette thèse, c'est qu'elle est très resserrée. Elle me permet de regarder plein de deals. Elle me permet de créer une méthode. Donc la méthode, c'est quoi? C'est une méthode branding, storytelling, e-commerce, ads en ligne, résultats. Et très vite, je peux passer un deal en moins de 2 semaines. Je peux décider si je le fais ou pas. Je peux convaincre le type assez rapidement parce que c'est une offre irrésistible. Lui, il se dit, soit il a raison, on va gagner plein d'argent, soit il a tort, je ne vais rien perdre. Strictement rien. Je n'ai pas d'engagement, je n'ai pas de choses. Et en plus, j'ai une porte de sortie pour ma boîte qui est un peu compliquée parce que je ne sais pas à qui la vendre, je ne sais pas comment la restructurer, etc. Et donc, la thèse d'investissement, elle est ce qui va attirer le capital. Mais elle est aussi ce qui va permettre de filtrer les opportunités. Alors, la thèse d'investissement, elle a 3 dimensions. Elle a une dimension publique, elle a une dimension privée et elle a une dimension due diligence. La dimension publique, c'est que si vous êtes très clair sur votre thèse d'investissement, comme je viens de le faire, je suis sûr qu'après cette vidéo, je vais avoir plein de gens qui connaissent le Japon et qui vont me dire « Ah ouais, je connais cette boîte-là qui est intéressante, je connais cette boîte-là qui est intéressante. » Alors que si je dis « Je veux reprendre des boîtes », je vais recevoir tout et n'importe quoi. Mais si on identifie Oussama et qu'on se dit « Oussama, il cherche des boîtes japonaises avec une capacité d'internationalisation », quand je reçois un deal, la capacité que ce deal soit aligné avec moi vient tout simplement de la clarté de la thèse d'investissement que j'ai définie. Et une thèse d'investissement, ça se raconte. Vous pouvez ouvrir un Instagram, vous pouvez faire du building public, vous pouvez écrire des posts LinkedIn, vous pouvez écrire une newsletter. Vous avez 1 milliard de façons de rendre cette thèse connaissable au monde entier. Ensuite, il y a l'aspect privé de la thèse d'investissement. Par exemple, il y a des choses que vous ne dites pas en public sur votre thèse. Je cherche des boîtes japonaises qui sont sous-pricées. C'est un peu vexant si vous venez venir aux gens ouais, je viens de voir parce qu'en fait, tu ne sais pas pricer tes produits. Il y a un petit côté, genre, c'est pas très sympa. Mais vous pouvez réfléchir à la dimension privée. Et la dimension privée, elle vous permet de filtrer plus rapidement. Et puis, il y a l'aspect due diligence. L'aspect due diligence, c'est que si vous définissez vraiment clairement une thèse d'investissement, tout le monde dans votre entourage, avocats, comptables, etc., ils sont alignés. Ils savent ce que vous faites. Et plus vous êtes capable de l'articuler, de la rendre claire, de la rendre profonde, de la rendre originale, et plus l'ensemble de l'écosystème va venir à vous. Le but du jeu pour TJM, c'est 1, de vous aider à définir cette thèse d'investissement, et 2, vous donner les outils, c'est la télécommande, c'est une nouvelle techno, vous faites comme ça, il appuie sur des boutons, et 2, vous donner les outils pour justement pouvoir filtrer la data. Alors, il y a un truc incroyable qui a changé dans le monde. Je pense qu'on sous-estime, même moi j'ai du mal à appréhender les conséquences de ça. Quand je faisais The Family, toute la journée je rêvais de SaaS.
de créer des outils pour aider ma vie. Je me dis, ah, si j'avais un outil qui me permettait de faire ci ou de faire ça avec les startups. Et puis, on a fini par embaucher une équipe d'ingénieurs à The Family pour faire du logiciel. Bon, bah, je vous fais un spoiler, hein, c'était une grosse connerie. Tout était lent, compliqué. En gros, entre le moment où on avait une idée d'un outil et le moment où l'outil était livré, on ne savait plus de quoi on parlait en fait. On avait oublié. Alors, pour deux raisons. D'abord, on n'attirait pas les meilleurs. Parce que forcément, si vous étiez en train de faire du produit à The Family, c'est que vous n'étiez pas en train de faire du produit à Facebook. En toute modestie. Donc, ce n'était pas les meilleurs. Et deuxièmement, à l'époque, c'était long. Mais entre-temps, il y a eu une invention incroyable qui est le vibe coding, où maintenant, littéralement, je dis des conneries dans les lives de TGM en disant « Ah, ce serait cool qu'on ait ça ». Et on a un fou furieux dans notre équipe qui s'appelle Quentin qui dit « Ouais, ça y est, c'est prêt, c'est en ligne ». Et ça, c'est tout nouveau. Et donc, la façon dont on construit TGM, c'est une façon hybride. C'est une formation, il y a une dimension éducation, cours, acculturation, classique en fait, mais il y a surtout une dimension outil. C'est-à-dire qu'on est en train de créer vraiment une panoplie d'outils qui sont propriétaires, qui sont pensés que pour nous, que pour notre usage, et qui sont là pour justement aider. Et l'outil dont on est le plus fier, c'est TJM Scanner. Alors TJM Scanner, c'est quoi? C'est toutes les bases de données d'entreprise, européennes, françaises, publiques, payantes, etc. Il y a FUSAC, INPI, je sais pas quoi, grève du tribunal, enfin bref, n'importe quel bout de data qu'on peut trouver, qui a été agrégé, mis ensemble et qui devient recherchable avec un moteur de recherche multicritère tout bête. Et qui permet donc littéralement d'aller trouver des deals qui ne sont pas vendeurs et de pouvoir créer votre source de lead en fait. Parce qu'on a toute la data sur toutes les entreprises. Dans cette base de données, on peut chercher, filtrer. Vous avez des critères de localisation, d'activité, de mots-clés. Vous pouvez chercher avec des ratios financiers. Vous pouvez chercher des informations plus ou moins avancées. Tout ça est basé sur l'interface utilisateur qui accède au moteur d'accès, qui prend toutes les données calculées, parce qu'il n'y a pas que des données dans... Ça, c'est un point extrêmement important du scanner, c'est que ce n'est pas juste un scrapper de données, c'est aussi des algos pour deviner, à partir d'informations disponibles, l'état réel de la boîte. C'est-à-dire qu'on fait des hypothèses et on trouve de l'information et ça permet de classifier cette information. Ensuite, on peut reconstruire les données et en plus, on agrège les données administratives qui, aujourd'hui, sont à des endroits différents. Par exemple, Banque de France a une base de données de la situation économique des entreprises qui est assez dingue, mais qui n'est pas du tout connectée à, par exemple, si vous allez sur Papers et que vous cherchez les états financiers, qui n'est pas du tout connectée avec, par exemple, les tribunaux pour savoir s'il y a des procès ou pas en cours dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est vraiment la puissance de l'agrégation de données qui permet, dans un outil, d'avoir toutes les opportunités disponibles. Avec en plus la révolution des MCP, les gens peuvent même utiliser cet outil dans leur IA. Par exemple, vous êtes dans ChatGPT, vous vous connectez au MCP du scanner, vous posez des questions, vous mettez votre thèse d'investissement par exemple, et ça va faire le travail d'utiliser le scanner pour aller chercher la data, etc. Et commence la partie la plus intéressante, qui est l'industrialisation de l'Autriche. Parce qu'en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir une liste de leads, et une fois que vous avez cette liste de leads, eh ben, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, harceler les gens. Et l'harcèlement, ça fonctionne quand il y a de la masse. Il vaut mieux harceler... Enfin, là, putain, sorti de ce contexte, ce clip, il va être terrible. Donc, il vaut mieux harceler plein de gens un petit peu que peu de gens beaucoup. C'est vraiment... vous le voyez venir, le TikTok, là.
Et donc, évidemment, le but pour nous maintenant, c'est d'apprendre aux gens à faire du bon outreach. Donc le bon outreach, ça repose sur 3 choses assez simples. La première chose, c'est de ne pas être mécanique dans l'approche. Là, encore une fois, l'IA change complètement la donne. Il n'y a plus aucune excuse pour écrire des calls d'email éclatés en 2025. Merci. C'est vraiment honteux d'envoyer un call d'email non personnalisé, non contextualisé et qui n'a pas le bon hook pour donner envie. Mais encore plus fort, et ça c'est pour vous montrer comment nous, on réfléchit chez TJM, c'est que moi je me dis, mais attends, il y a un truc incroyable à faire. C'est qu'en plus on peut faire de l'outreach téléphonique. Tous ces mecs, ils lisent pas leurs emails. La plupart des cédants, ils sont vieux, pas très connectés, pas très digitalisés, mais ils ont un instrument auquel ils répondent, le téléphone. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les IA commencent à être assez efficaces au téléphone. Et donc, on est en train de créer une IA d'une femme sympa qui prend des rendez-vous et qui set des rendez-vous par téléphone pour vous sur les opportunités que vous avez repérées. Et c'est là où, en fait, il y a une sorte de dimension complètement parallèle et complètement folle de l'IA. C'est que dans un projet comme TJM, l'IA rend carrément possible ce qui avant était painful et impossible. Analyser des centaines de dossiers, c'était invraisemblable. Analyser les dossiers et en plus contacter les gens sans avoir de garantie de réponse, c'était encore plus dur. Une fois qu'on avait contacté les gens, faire la due diligence, la négociation, c'était horrible. Et bien tout ça, on peut le streamliner, on peut l'industrialiser. C'est pour ça qu'on a aussi un outil qui s'appelle TJM Negotiator, TJM Evaluator, TJM Due Diligence. À chaque étape, on peut créer un outil IA qui change complètement la donne sur l'étape. Et c'est là où il y a un truc marrant qui se passe, c'est que avant, ces produits auraient peut-être été vendus en SaaS, indépendamment, mais maintenant, on peut les garder comme un avantage comparatif parce qu'ils coûtent très, très peu cher à créer. Vous n'avez plus besoin de millions d'euros pour créer du software. Vous avez juste besoin d'une petite équipe agile. L'équipe technique de TJM, c'est 2 personnes. C'est Quentin et un stagiaire. Et à eux deux, ils arrivent à déployer tous ces outils. Alors, bon, ils bossent beaucoup, mais ça reste humainement possible. Et donc, ça concentre les créateurs, les repreneurs, sur la chose essentielle, qui est donc comment avoir l'air le plus attractif possible. Et c'est là où vous voyez que le monde a radicalement changé sur la reprise d'entreprise. Ce n'est plus une question de méthode, ce n'est plus une question de réseau, ce n'est plus une question de pouvoir, ce n'est plus une question de financement, c'est réellement et seulement une question de storytelling. Et ce n'est pas storytelling au sens il faut raconter des histoires, n'importe quoi, non, c'est vraiment storytelling au sens être capable d'articuler l'histoire la plus enthousiasmante pour que le cédant vous prenne au sérieux. Et le cédant n'a plus qu'un filtre, c'est est-ce que la personne qui me parle me fait rêver ou pas. Et donc, ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question de rigueur, de juridique, de montage. Toutes ces conversations-là deviennent très, très annexes. Ça devient vraiment, qu'est-ce que vous allez faire de l'entreprise? Quelle est votre stratégie? Comment vous allez la développer? Et est-ce que c'est en accord avec ce que la personne a mis comme énergie dans son entreprise pendant toutes ces années? Et donc, le sourcing n'est plus un exercice de brute force. Le sourcing devient véritablement un exercice d'adaptation et de compatibilité. D'adaptation et de compatibilité autour de l'envie de faire un deal humain. Et là où on pensait que l'IA supprimait l'humain, en fait, l'IA remet l'humain au point le plus important, celui de la transaction et de la négociation. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Merci, très intéressant. Est-ce que la base de données des entreprises ES est dispo ou pas? Pas encore, mais on va... Les données elles sont dans l'IRS. Ouais, exactement. Alors, la reprise... Donc, aujourd'hui, on a TJM,
Et on va lancer 3 sections dans TJM. On va lancer la section entreprise en difficulté pour les gens qui chargent de l'adrénaline. La reprise d'entreprise en difficulté, c'est un autre sujet. On va lancer TJM US, qui est la reprise d'entreprise américaine, avec une dimension extrêmement importante qui est le crédit et l'accès au crédit bancaire. On a trouvé une façon pour que des étrangers aient un credit score aux US et qu'on puisse leur créer des LLC qui soient reconnus par une banque partenaire. On est en train de passer un partenariat avec une banque. Et donc, à ce moment-là, on va lancer la version du scanner US, sachant qu'aux US, il y a plein d'outils vachement mieux que notre scanner. Donc, en plus, on va acheter un peu toutes les licences disponibles pour juste les fusionner dans un outil. Non, j'ai dit 3, mais en fait, c'est TJM normal, oui, c'est ça. Donc, il y a la reprise d'entreprise in bonis. Donc, grosso modo, c'est les entreprises opportunités retraitées qui ont des boîtes qui tournent bien, un peu pépère, les entreprises en difficulté et les entreprises américaines. Sachant que le marché américain, il est un peu spécial parce qu'il a 2 dimensions. Il a la dimension entreprise locale, mais il a surtout la dimension entreprise en ligne et pas internationalisée. Donc il y a énormément d'entreprises américaines qui n'ont pas de version internationale, de petits SaaS, de marketplace, de e-commerce, qui mériteraient une petite internationalisation. Et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités à aller chercher comme ça. Selon toi, c'est où le meilleur pays pour reprendre? Je pense que la France est pas mal, paradoxalement. Je pense que le top 3, c'est France, US, UK, dans ce qui est faisable civilisationnellement. Après, dans les pays émergents, tu vois, on a un ami qui fait de la reprise au Brésil. Je souhaite même pas à mon pire ennemi de reprendre une boîte au Brésil. S'il faut vraiment, faut être brésilien. La Chine, c'est compliqué. Alors, le Japon, pareil. Enfin, moi, je le fais au Japon, mais enfin, si j'étais pas à ce point, si c'était que pour de l'argent, je le ferais pas. Si j'étais pas à ce point intéressé de juste avoir une excuse tu vois, alors, vous pouvez vous dire, c'est complètement fou de chercher des excuses comme ça, mais c'est ma façon de vivre. Moi, j'ai toujours aimé que ma vie perso et ma vie pro se fusionnent un peu. Mais tu vois, le Japon, enfin, faut le vivre pour le croire. Je pense qu'à un moment, je pourrais écrire juste un livre d'anecdotes, what the fuck, sur les Japonais et l'entreprise. Ils sont complètement fous. Mais ouais, je pense que le trio US, UK, France, il est bien. Et pourquoi France est bien? Parce que, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Patrick Collison, le fondateur de Stripe, aujourd'hui, il a fait un tweet assez marrant ce matin. Il a montré la courbe de la dépense publique française, la courbe de l'économie française, et il montre que, grosso modo, la période 40-80 est hors du commun. Les résultats économiques de la France entre 40 et 80 sont hors du commun. Et en fait, c'est cette génération de baby-boomers qui a eu la chance de créer des boîtes à une époque où la France était un pays ultra-libéral. Quand Christophe Delaune, mon associé, me raconte ce que c'était créer une boîte, lui, il a créé sa première boîte, il avait 21 ans. À l'époque, il avait un BTS en communication. Avec son associé, ils ont été voir une banque et ils ont levé 5 millions de francs auprès de la banque. Je te mets au défi aujourd'hui d'avoir un BTS communication 21 ans, d'aller dans une banque, présenter un dossier et dire je veux 5 millions, enfin 1 million d'euros. Jamais de la vie ça n'arrive, même pas en rêve. Et pourquoi? Parce que le niveau de régulation en France a explosé, le niveau de socialisme moyen a explosé, et donc les opportunités ont disparu. Mais il y a un nombre de boîtes qui aujourd'hui partent à la retraite et qui ont des caractéristiques économiques hallucinantes. Sans rien révéler, il y a un des membres de notre communauté qui travaille sur un dossier de taillage de marbre. Tu vois, c'est une boîte, elle a été créée en 82, le dirigeant est le même, ne fait pas de commercial, il a juste du bouche à oreille, il taille du marbre et il te sort du 25% d'EBITDA. Tu dis, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, quand le dirigeant parle, bah, tu te rends compte que c'est parce qu'il a bénéficié de choses qui sont impossibles aujourd'hui. Il a acheté des machines à une époque où il pouvait les acheter à crédit.
Il a eu son premier pool client parce que son mentor de l'époque lui a donné tous ses clients. C'était une autre France. Et donc, c'est une façon un peu vintage de rentrer dans le moment de l'économie où la France allait bien. Et pourquoi c'est une opportunité? Parce qu'il n'y a personne pour reprendre ces boîtes. Entre-temps, il y a eu une dépression générationnelle. Cette dépression générationnelle, alors, il y a eu la Startup Nation, j'en suis un peu responsable. Donc pendant 10 ans, les gens ont essayé de faire des unicorns avec le succès qu'on connaît. Hein. Et entendons-nous bien, hein, le succès de l'écosystème startup en France est catastrophique. Hein. Vous savez que, c'est terrible de le voir comme ça, mais si vous prenez les entrepreneurs français aux US, ils ont levé collectivement 8 milliards, je crois, et ils ont produit plus de 600 milliards de returns. Et les entrepreneurs français en France ont levé, je crois, 70 milliards et ont produit 10 milliards de returns. Carnage. Tu peux pas faire plus carnage que ça. Mais c'est aussi parce qu'ils ont été confrontés à un environnement profondément toxique. Je mets pas c'est pas uniquement la preuve d'ailleurs. Les mêmes personnes dans un autre environnement font des résultats incroyables. Et c'est là où en fait, peut-être qu'il faut arrêter de lutter contre la France et s'aligner un peu avec l'esprit français. Et c'est vrai que la reprise d'entreprise a l'air très très alignée avec tout ce dont on est fier dans la culture française. Par rapport au projet en 4 mois de reprendre une entreprise, c'est quoi le produit? Ah oui, qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle fait du cuir, des vestes en cuir, des vêtements en cuir, des kimonos en cuir. C'est du cuir de Kobe. C'est incroyable. Tu vois les vaches de Kobe? Eh ben, personne ne sait qu'ils font du cuir. Personne avant lui ne faisait du cuir. Il arrive à faire du cuir 0.4, ce qui est impossible hein, dans le monde du cuir de faire du 0.4. Et ça fait un cuir extrêmement souple, de très très grande qualité, travaillé à la japonaise. T'as pas ta veste en cuir, toi? Je lui ai offert une veste en cuir quand on était au Japon. Donc ouais, c'est très très beau. En fait, je pense que le Japon a une quantité de boîtes artisanales invraisemblable, vendues à des prix japonais, quoi. Donc, en plus, les prix japonais, ils ont deux problèmes. C'est que les Japonais n'aiment pas l'argent, et en plus, le yen s'est écroulé. Alors, si tu veux, quand on était au Japon, on voyait on a passé un mois et demi au Japon, là, et à l'arrière d'un taxi, je voyais tout le temps une pub où il y avait un pot de crème glacée géant et des centaines de gens qui disaient pardon. Je me disais, putain, pourquoi ils disent pardon à un pot de glace ils ont mangé trop de glace, tu vois. Puis à un moment, je suis avec une amie japonaise et je lui dis, je comprends rien, qu'est-ce qu'ils disent dans cette pub? Elle me dit, ah bah c'est le PDG et les 600 employés les plus importants de la boîte qui disent pardon d'avoir augmenté les prix de 7 centimes. Quoi? Ouais, ils n'avaient pas augmenté les prix depuis 30 ans, mais là, avec la crise économique, ils ne peuvent plus tenir, ils augmentent leur prix de 7 centimes, donc ils demandent pardon. T'imagines si Bernard Arnault il demandait pardon à chaque fois qu'il montait les prix dans LVMH? Alors, je vous explique. Ce sac en cuir, maintenant, il est en plastique. Et on le vend 10 fois plus cher. Pardon. Non, et puis d'ailleurs, c'est même pas une critique envers Bernard Arnault. Bernard, si tu vois cette vidéo, tu sais que je vous aime. Mais non, c'est assez hallucinant, ce rapport à la construction. Et donc, je pense que... Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu te dis, mais pourquoi les LVMH, etc., ne rachètent pas? Parce qu'en fait, paradoxalement, un LVMH ne peut pas racheter une boîte comme ça, c'est beaucoup trop petit et insignifiant pour eux. Je pense qu'il y a une sorte de niche vraiment e-commerce. Tu ne fais pas des volumes de fou, tu fais des volumes très niches, chez des gens très experts, qui ont du goût, avec un truc qui n'était pas possible à imaginer avant, parce qu'avant, si tu voulais exporter des produits, la logistique, le travail, machin, c'était infernal. Le dropshipping a créé les infrastructures de e-commerce qui sont très très sous-exploitées. Et d'ailleurs, ça c'est un point hyper important, c'est qu'il y a eu une bulle du dropshipping à un moment donné, notamment grâce à Yomi Denzel. Et après, la bulle, elle a explosé, et les gens ils ont dit, le dropshipping c'est fini, c'est mort. Mais les dropshipping, ce sera jamais mort. Le dropshipping, c'est les Phéniciens qui l'ont inventé.
Ça a démarré en moins 1000 avant Jésus-Christ. Tu vends des produits que tu n'as pas encore. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Phéniciens sont les premiers à avoir vendu des produits qu'ils n'avaient pas en stock. Et donc, ils prenaient l'argent, ils l'amenaient, ils amenaient le produit après. Et c'est le principe même du commerce, en fait. Le principe même du commerce, c'est de vendre des choses qui sont fabriquées par quelqu'un d'autre. Alors, à un moment donné, on pouvait vendre de la merde à des gens qui ne comprenaient rien en achetant de la pub sur Facebook. Bon, petit Eldorado temporaire un peu bizarre, mais ça n'a pas duré, ça s'est écroulé parce que les gens en ont eu marre d'acheter de la merde. Mais les gens n'ont pas marre d'acheter des choses. Et comme il y a eu une bulle immense, des infrastructures immenses ont été créées. Et ce que les gens oublient toujours, c'est que les bulles créent les infrastructures qui ensuite sont utilisées pendant très 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 longtemps. La bulle Internet a explosé, ça a permis l'émergence des boîtes Internet. Quand OpenAI fera faillite là, dans 2 ans et que le monde s'écroulera, tous les data centers là, qu'ils ont achetés seront utilisés par des dizaines d'années par l'IA. L'IA ne mourra pas avec la faillite d'OpenAI. Ça, c'est Nostradamus, vous la notez tous. Vas-y, file, je t'en prie. Vas-y, dis-moi. Quels sont vos critères par rapport aux Mes critères de recrutement. de sélection de l'entreprise? Ouais. Pour après les proposer à vos clients. Alors, nous, on ne sélectionne pas les entreprises. Nous, on apprend à des gens d'aller chercher et de choisir les entreprises. Parce que c'est important. Je ne crois pas trop au business d'intermédiaire dans la reprise. Je pense qu'il y a énormément de boutiques d'intermédiaires. Mais en tant qu'intermédiaire, tu es quand même très désaligné avec ton client. Moi, tu me mets intermédiaire de reprise, je te refourgue n'importe quoi. Mais ouais, mais si, non, mais cette boîte-là, c'est to the moon. Parce qu'en fait, il y a un moment, si moi je suis payé à te faire acheter un truc sur lequel je touche une commission sur le prix que tu payes, non seulement je vais te faire acheter n'importe quoi, mais en plus super cher. Parce qu'en plus, j'ai un pourcentage du prix. Et je ne comprends pas que qui que ce soit arrive à faire confiance à un intermédiaire. Et pourquoi c'est pas ça? La dernière fois, j'ai dit ça dans une conférence, c'est un mec qui m'est tombé dessus, il me dit « Oui, moi, monsieur, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais moi, je fais mon métier honnêtement depuis 30 ans. » Mais nique ta race. Tu as une com sur le prix. Et c'est le principe d'un désalignement d'intérêt. C'est que le désalignement d'intérêt est invisible. L'alignement d'intérêt, le conflit d'intérêt, c'est violent. Parce que même avec toute la bonne volonté du monde, même avec tout ce que vous vous racontez, vous ne pouvez jamais être à la hauteur. À The Family, j'avais interdit les commissions sur les levées de fonds. Pourquoi? Combien de millions on aurait gagné? On a levé pour nos startups 1,5 milliard. Tu fais 3% de commission, tu fais 3% fois 1,5 milliard, ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi je l'ai interdit? Parce que le jour où on avait une commission sur le levé de fonds, mais moi, c'est pas 1,5 milliard que nos startups auraient levé, c'est 15. Je t'aurais fait lever n'importe qui. Dans notre équipe, on avait un leveur de fonds qui, la première semaine, était trop content en me disant tu sais, c'est la première semaine où j'ai pas vendu de la merde, je me sens trop bien. Parce que lui, toute la journée, il se disait il a quand même levé des fonds pour une boîte qui a déposé le bilan 4 mois après sa levée de fonds. Je lui dis, mais comment tu as fait ça? Et il me dit, je sais pas. La com, elle était bien. Et c'est le problème des commissions, c'est que ça désaligne complètement les gens. Donc moi, je crois beaucoup plus à l'empowerment. Je crois beaucoup plus au fait que tu donnes à quelqu'un les outils. C'est quoi les outils d'un repreneur? Tu dois lui apprendre à se présenter, tu dois lui apprendre à être clair, tu dois lui apprendre la finance, la lecture, etc. Et maintenant, franchement, avec l'IA, tu fais 80% du travail. 80, 90, et tu dois lui apprendre la négo. C'est-à-dire cette capacité à closer des deals. Et après, c'est lui qui choisit son prix, c'est lui qui négocie comme un grand, et surtout, il possède sa décision. Il ne peut pas passer de son temps à dire « Ah, c'est la faute de quelqu'un, il m'a fourgué un truc ». Tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes un appart et que tu dis « Ah, c'est de la faute de l'agent ». Il faut vraiment minimiser les intermédiaires dans ce milieu-là, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a de la place à TGIM pour un repreneur déjà formé, pas loin du closing? Alors oui, après je ne sais pas si on est à la hauteur, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le poser. Dans la première promo, on en a 2, ils ont l'air contents.
Je pense que la vraie force dans ce cas-là, c'est qu'on a vraiment un accès à des financements que personne d'autre n'a sur le marché. Et ça, c'est vraiment ce qu'on apporte sur la table. C'est cette capacité à aller chercher de l'argent exotique. Parce que le nerf de la guerre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, mais il n'y a aucun tuyau aujourd'hui sur le marché français pour l'amener au type qui fait sa reprise. Et c'est même assez fou, en fait, le manque de tuyaux. Donc je pense que tu viendrais chercher quelque chose d'assez assez anecdotique chez nous, qui est la levée de fonds. Et d'ailleurs, le deal qu'on a fait avec les gens qui ont rejoint TJM, qui était un peu mature, on leur a dit, voilà, vous rentrez, vous payez, mais si vous n'êtes pas content et que vous ne trouvez pas votre financement, bah, on vous rembourse, et puis il n'y a pas de hard feeling, quoi. La petite question, si demain donc, je reprends une entreprise via TJM, Ouais. donc il y a un apport de TJM. Non, il n'y a pas un apport de TJM. Il y a un apport des partenaires financiers TJM. Ouais. Comment ça se passe en opérationnel? Ça veut dire que moi je suis majoritaire, je suis minoritaire? Alors, tu es majoritaire, c'est hyper important. Ciao les gars. Tu es majoritaire, c'est hyper important. En fait, on a vraiment standardisé les deals. On appelle ça les 4 quarts TJM, comme le 4 quarts breton. Tu as un quart d'equity, un quart de dette privée, un quart de dette bancaire, un quart de crédit vendeur. C'est très théorique. 100% des deals ne sont pas des 4 quarts. Il y a des deals qui sont des 3 quarts, il y a des deals qui sont des 1,5. Mais ça permet en fait de vraiment se représenter les 4 outils. L'equity, le deal standard, c'est qu'on peut aller chercher le montant que tu veux pour 49% de ta boîte. Donc, tu vois, et il ne faut pas que ça représente plus de 25% de l'apport de l'equity value total. Ensuite, la dette privée, on a, nous, du 10 à 13%. Et ce qu'on dit aux gens, c'est qu'en fait, c'est un peu cher, 10 à 13. Mais comme tu prends qu'un quart de 10 à 13, l'idée, c'est que tu renégocies ça après 2 bilans. Et on a toute une infrastructure de partenariat bancaire qui est prêt à prendre le relais une fois que tu as tes 2 premiers bilans à 10 ou 13%. Et donc, tu vois, si par exemple, tu es dans un dispositif où tu as un peu d'argent de côté, un peu de chômage, tu n'as pas besoin de te faire payer tout de suite, tu peux payer un peu plus en intérêt, prendre le contrôle de la boîte et ensuite passer de tes 13 à tes 6 et gagner assez pour pouvoir te payer après. Et puis, ensuite, la dette bancaire, bah, quand tu empruntes que 25%, les banques disent oui et vite, parce que même elles comprennent. Tu vois, quand tu arrives et que tu as 75% de l'argent, ils ne sont pas... Et le crédit vendeur, j'aime bien, alors c'est vraiment la partie la plus délicate, mais moi j'aime bien 25% de crédit vendeur, parce que ça permet d'être sûr que le mec qui te vend la boîte ne se barre pas au bout de 24 heures. Il a un petit alignement, toujours ces histoires d'alignement d'intérêt. Maintenant, la vérité, c'est que, tu vois, là, on va closer l'un des premiers deals. Il y a 50% de dette privée, 50% d'equity. Il n'y a ni crédit vendeur, ni dette bancaire. Et le deuxième deal, là, qui est dans les premiers deals qui vont se closer, c'est un type qui a 100% de crédit bancaire. J'ai toujours pas compris comment il a fait. Je sais pas, il est tombé sur un mec à Nice qui lui a dit que c'était génial, qu'il avait vu une vidéo. Je ne comprends pas. Et donc, pourquoi pas, tu vois. Et donc après, une fois que tu as ces outils, bah, tu joues avec, puis il y a des gens, ils ont tu vois, un peu de chance, pas de chance. Enfin, c'est toute la vie du deal. Mais la logique, c'est que si tu réfléchis autour de ces 4 quarts, ça te donne un bon équilibre de ce qui est possible et ce qu'on peut faire. C'est quoi la barrière minimum pour faire des BO, par exemple? Alors, c'est une très très bonne question. En plus, j'étais censé en parler, j'ai complètement oublié. Donc, merci beaucoup. Le message hyper important, c'était mon slide 1. Putain, le boulet. Vaut mieux acheter des boîtes un peu plus grosses que des boîtes petites. Grosso modo, le marché de la reprise d'entreprise, il y a énormément d'entreprises qui valent entre 0 et 1 million. C'est infinançable. C'est vraiment... Alors ça, moi, je conseille aux gens... Souvent, les gens se disent, oui, je vais faire ça en premier, petit. Oui, ok, fais ça avec de l'argent perso, fais ça avec de l'argent familial, avec du love money, mais tu ne peux pas aller voir un mec professionnel et dire que tu achètes une boîte de 100 000. Alors, il y a 2 exceptions. Il y a le build-up. J'achète 20 boîtes qui valent entre 0 et 1 million. Ok, ça, d'accord. Donc, individuellement, la transaction ne compte pas. Et puis, il y a l'histoire familiale ou personnelle. J'achète un truc perso, mais dans ce cas-là, c'est une autre affaire. Ce n'est pas une affaire professionnelle. Ensuite, tu as vraiment un boulevard entre 1 et 10 millions de valos, avec une courbe de Gauss comme ça, avec une très grosse majorité entre 3 et 5.
Et ensuite, c'est beaucoup plus intéressant. Vaut mieux faire un deal à 100 millions qu'un deal à 10 millions. Mais un deal à 100 millions, tu es en concurrence avec les family office, avec les private equity, etc. Et les private equity professionnels, ils commencent à 10 millions de valo. Et donc là, tu rentres dans une autoroute où il y a beaucoup plus de concurrence. Donc il y a cette bande pour le repreneur individuel qui est hyper intéressante entre 1 et 10. Qui est vraiment notre zone de confort. Avec vraiment un pic à 3 et 5. Et d'ailleurs, je te fais même un raisonnement complet. Si tu prends la théorie des 4 quarts, que tu achètes une boîte 5 millions, ça veut dire que tu vas chercher en equity 1 250 000. OK ? 1 250 000, c'est 10 tickets à 100 000. Tu vois ? Enfin, 11 tickets à 100 000. 11 tickets à 100 000, si tu as 10% de conversion, c'est 110 calls. 110 calls de mecs qui peuvent être 100 000 dans une industrie, c'est LinkedIn, un fichier de 1000 personnes sur Sales Navigator. Donc tu vois, c'est très très faisable en fait. En 2 mois, tu as trouvé ton argent en fait. Et les gens sous-estiment cette capacité de lever en cold email sales en fait. Et modulo le profil du lever aussi. Et c'est pour ça que ce qui est hyper important, c'est celui qui lève. Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est qui tu es, la clarté de ta thèse, à quel point c'est embarquant, est-ce que ça fait rêver ou pas. Mais ce n'est pas la disponibilité ou pas du capital. Alors que si tu te dis, j'achète une boîte à 100 millions en ticket de 100 000, ça fait 25 millions à trouver, c'est un peu plus compliqué dans ce coup. Ouais. Ces investisseurs, comment ils gèrent la gouvernance avec le repreneur? Alors, nous, notre règle, c'est pas de gouvernance. C'est donc, ça c'est une égo. Moi, je te prends le point de départ et le point qu'on essaye de vraiment imposer à l'écosystème. Alors, l'avantage de créer un écosystème, c'est que tu peux créer des pratiques d'écosystème. Tu peux dire, c'est standard, dans TGM, c'est comme ça. Ça sert aussi à ça, en fait, ce genre de force collective. Mais ce qu'on nous, on cherche, c'est on dit, OK, les investisseurs ne sont pas dans ta boîte, ils sont dans un SPV, donc un véhicule qui est actionnaire de la boîte. Et ce SPV est contrôlé par le repreneur. Ce qui fait qu'à aucun moment, dans aucune décision de gouvernance, tu as besoin. Malgré tout, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on donne un droit d'information complet, on essaie d'être très transparent, mais je pense qu'il faut donner de l'information, mais il ne faut pas donner de pouvoir de décision. Et surtout pas de pouvoir de nuisance à des tout petits qui te cassent les pieds parce qu'ils ne sont pas d'accord. L'idée, c'est que s'ils ne sont pas d'accord, bah, ils ont que leurs yeux pour pleurer. C'est hyper important. Et les gens sous-estiment à quel point on peut faire passer une gouvernance au début. C'est quand il y a des problèmes qu'on ne peut pas changer la gouvernance. Donc autant, je pense que la bonne philosophie, c'est d'avoir des gouvernances hyper dures sur le papier, mais extrêmement agréables dans l'humain. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de donner leur avis que tu ne leur demandes pas leur avis. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote que tu ne leur demandes pas une sorte de vote moral, en fait. Et après, c'est vraiment de la relation humaine et de la gestion humaine, avec une règle très simple, c'est que tu ne peux pas divorcer d'eux tant que tu ne leur as pas rendu leur argent. Et donc ça, après, il faut être un grand garçon ou une grande fille et performer, quoi. Est-ce que c'est un modèle assez unique de financement? En gros, quel est le modèle économique de TG? Oui, bah, il est très simple. En fait, c'est une adhésion à vie à une sorte de club. C'est 12 000 € pour rentrer dans TGM. Et ensuite, lorsque vous levez des fonds et qu'on vous trouve des actionnaires et des investisseurs, nous, on se rémunère sur les investisseurs. Donc, ça ne vous coûte rien. Et donc, c'est les deux niveaux du business model de TGM. Je pense qu'il existe un monde où ensuite, quand vous avez racheté la boîte et que vous êtes en panique, il y a un business model d'accompagnement de la restructuration de la boîte. Mais ça, c'est pas sûr et puis c'est plus tard. Mais voilà, déjà, c'est éducation plus transaction sur les levées de fonds. Mais transaction côté investisseur, je pense que c'est c'est pour ça que je parlais d'alignement d'intérêt. C'est très important que l'alignement d'intérêt soit du côté investisseur et pas du côté repreneur. Je suis dans l'industrie et demain je veux reprendre une boîte plutôt par passion, soit le rugby, le chocolat, Ouais. autre chose. Ah, ça, c'est le plus dur. Voilà. La question, c'est comment tu es crédible. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai pas de réponse miracle. C'est à toi de l'être. Alors, c'est un peu comme quand tu veux changer de meuf. Tu parles pas de tes ex. Et ça, c'est le gros problème, en fait. C'est que
Les gens veulent changer de vie et ils prennent le poids de leur vie d'avant dans leur nouvelle vie. Donc déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu oublies que tu as fait quelque chose et tu te présentes que d'une nouvelle façon. Et ensuite, les gens sous-estiment le temps qu'il faut pour être crédible dans un domaine. Il y a un temps, mais il n'est pas si long que ça. Paul Graham, dans un article, il dit qu'on peut devenir un expert mondial sur on peut avoir l'air d'être un expert mondial sur n'importe quel sujet en moins de 2 ans. Si tu lis tous les jours sur un sujet, en moins de 2 ans. Donc, il faut faire l'investissement de ces 2 ans et il faut commencer tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas être pris au sérieux que par une toute petite minorité de gens. C'est comme quand moi, j'essaie d'avoir un appart à Paris. Tu vois, tout le monde me refuse. Les jours où quelqu'un m'accepte, l'appart est pas mal. Et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens vont se dire, mais avec ta gueule, qu'est-ce que tu vas faire dans le chocolat? Va faire plutôt de l'industrie. Jusqu'au moment où il y a un mec qui se dit, ouais, pourquoi pas, vas-y, je te donne ta chance. Et puis là, si tu arrives à prendre cette chance et bâtir du mérite après, ça grossit jusqu'au moment où plus personne ne sait que tu as fait autre chose avant. Donc c'est moi et moi. C'est toi et toi. Ouais. Mais c'est forcément le chemin le plus dur. Le chemin le plus simple, c'est j'ai fait, si on parle un peu caricatural, le profil idéal de repreneur, le gendre idéal du repreneuriat, c'est j'ai travaillé 15 ans dans un domaine, je suis très 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 fort, je vais chercher une boîte dans ce domaine, et tout le monde comprend que les 15 ans que je viens de passer sont les 15 ans que je vais faire d'après. Et c'est évidemment l'histoire que les gens ont le moins envie d'écrire. Parce que souvent, quand tu as passé 15 ans dans un domaine, tu dis « vas-y, j'en ai marre, je veux faire du chocolat. » Voilà. Mais tout a un prix, il faut être prêt à le payer, il n'y a rien de grave. C'est juste que forcément, c'est moins simple. Pourquoi les mouvements d'intérêt seraient mieux si TGM se rémunère? Côté investisseur? Côté investisseur, au final, c'est pareil parce que... Non. C'est pareil, je sais pas. Mais ça ne l'est pas. Mais justement, réfléchissons ensemble. Pour moi, c'est une très très bonne question. Si tu es du côté investisseur et que tu prends une commission côté investisseur, ton but, par définition, c'est de donner le maximum de capital au cédant. OK? Parce que plus tu donnes de capital, plus tu gagnes de commission. Et le cédant, lui, il a le choix d'arrêter au niveau qu'il veut, puisque toi, tu n'as pas de commission côté cédant. Donc, le cédant, il choisit l'argent qu'il veut. Plus il a d'argent, plus sa boîte a de chances de survivre. Plus il y a une valeur haute, plus il a de chances de survivre. Et plus il a ça, plus nous, on touche plus de commissions du côté investisseur. Donc l'alignement, il est parfait. Alors, il n'est pas terrible côté investisseur, forcément, parce que ça, c'est sûr. Mais nous, on est aligné avec les repreneurs, pas avec les investisseurs. Et on est très transparent là-dessus. Je n'ai pas de problème de dire à un investisseur que mon but, c'est que le repreneur réussisse. C'est ce que je dis aussi. Ouais, après, son but, ça pourrait être aussi qu'on optimise, mais on ne peut pas tout avoir. Alors à gauche, puis à droite. Selon toi, c'est quoi le bon mindset pour un repreneur? Le bon mindset pour un repreneur. Très intéressant comme question. Je pense qu'il faut absolument avoir un mindset de croissance. Je ne sais pas si c'est de notre faute, je ne sais pas ce qu'on a raté là-dedans, mais un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que racheter une boîte, c'est racheter une boîte, puis l'argent, il tombe. Sauf qu'une boîte, c'est vivant. Et une boîte dans laquelle il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'envie de faire les choses mieux, ce n'est pas une boîte qui peut maintenir son chiffre d'affaires. Toute boîte dans laquelle le dirigeant ne met pas d'énergie finit toujours tout doucement par mourir. Donc, évidemment que l'idée, ce n'est pas de créer quelque chose de zéro, mais ça aide quand même d'avoir un esprit croissance. Pas avoir un esprit genre, ouais, la boîte, elle fait 1, si elle continue à faire 1, c'est bien. Non, il y a l'inflation, il y a le monde qui change, il faut aller chercher 2, 3, mais pas avec le même risque que quand on part de zéro. Et c'est là où il y a un sujet de gestion, de rigueur, un peu opérationnel. Ce qui est marrant, c'est que je pense que le fondement de l'entrepreneuriat, c'est l'incompétence. Je pense sincèrement que plus tu es incompétent, plus ta probabilité de faire une très grosse boîte est élevée. Et les gens n'imaginent pas à quel point c'est vrai. Et on pourrait discuter de plein de raisons théoriques de ça. C'est assez compliqué de comprendre pourquoi, mais en fait, tu prends un truc tout bête, tu prends les 500 boîtes cotées en bourse, les 500 dernières boîtes cotées en bourse, tu regardes par qui elles ont été fondées. Je crois que j'avais fait l'exercice récemment. Il y en a plus de 300 qui sont fondées par quelqu'un qui n'était pas du domaine
qui a démarré de zéro en n'y connaissant rien et à moins de 25 ans. Et pourquoi? Parce que la probabilité de tomber sur quelque chose de juste et contrarian quand tu es très incompétent est plus élevée que quand tu es compétent et ton champ d'action est limité. Problème, c'est pour ça que souvent, ces boîtes-là ont des crises quand elles deviennent grosses et que les fondateurs ne sont plus la bonne personne pour rester et les diriger. Et qu'il y a plein de dramas, Uber, Apple, The Family, tu as plein de dramas. Et ces dramas sont pleins de ressentiments, etc. Parce que d'un seul coup, ce qui faisait la qualité de la personne au début devient toxique avec l'évolution. Le repreneur, c'est l'inverse. Ce qui fait la valeur du repreneur, c'est l'expertise. Ou du moins la capacité à devenir expert dans un domaine. Quand tu as 400 ou 500% de croissance par an, si tu fais des conneries... Moi, il y a une histoire que j'adore raconter, qui est une des histoires les plus fascinantes. C'est Facebook, la première année, ils ont levé, je crois, 1,5 million, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont fêté ça en allant à Vegas. Ils avaient moins de 21 ans, ils n'avaient pas le droit d'aller à Vegas. Donc déjà, tu vois, tu fais un truc illégal avec ta boîte. Ils ont tous bu beaucoup trop d'alcool. Et sur le chemin retour, un des ingénieurs, dont je ne donnerai pas le nom, de Facebook, vomit dans le système de refroidissement du bus et défonce le système de refroidissement du bus. Et Facebook se fait facturer un truc du genre 110 000 $ ou 120 000 $ de dommages. Donc les mecs viennent de lever 1 million, une semaine après, enfin quelques semaines après, ils doivent appeler leur investisseur Peter Thiel et lui dire « Tu nous as donné 1,5 million, merci beaucoup. Il faut juste que tu saches qu'il y a 15% de l'argent qui est parti parce qu'il y a un mec qui a vomi dans le bus. » Si tu es un repreneur et que tu fais ça, tu ne vas pas faire long feu. Parce que la boîte, elle ne va pas faire x5 en chiffre d'affaires. Si tu es Mark Zuckerberg et que tu viens de passer de 1 million à 10 millions d'utilisateurs dans le même moment, entre le moment du seed et le moment où ils ont annoncé ça, ils ont fait x10 en nombre d'utilisateurs. Donc tu appelles et tu dis, écoute, bon, on a fait x10 en utilisateurs et il y a un mec qui a vomi. C'est pas grave, ça arrive de vomir. Et cette scène, elle me rappelle un peu, je ne sais pas qui a vu le film Radio Star ici? Personne? Les gars, ce week-end, vous prenez un moment, vous regardez Radio Star. Très très grand chef-d'œuvre du cinéma français. Radio Star, c'est l'histoire d'une équipe de radio qui est numéro 1. Donc ils sont numéro 1 et ils passent numéro 2. Et comme ils passent numéro 2, pour les punir, leur boss leur fait faire un tour de France de la province profonde pour aller rencontrer les auditeurs et reconnecter avec leurs auditeurs pour redevenir numéro 1. Et à un moment, le personnage principal, il dit dans un village paumé, il dit, vous voyez les gars, quand vous êtes numéro 1, tu peux te taper la femme de ton patron, et ton patron, il vient te voir, il dit, il paraît que tu te tapes ma femme, j'espère que tout va bien. Et si par contre tu es numéro 2, là, tu n'as pas le droit. Et c'est un peu la même chose entre la reprise et la création d'entreprise. C'est que les créations d'entreprise sont des croissances tellement exponentielles que si les gens sont un peu bêtes, pas très rigoureux, etc., on leur excuse tout. Mais dans la reprise, on peut rien t'excuser, on peut rien te pardonner, parce que la moindre erreur réduit l'EBITDA, et l'EBITDA, c'est ce qui sert à payer la dette. Donc tu vois, c'est un mindset très particulier, et c'est pour ça que la croissance reste hyper importante. Parce que si tu consacres 10% de ton chiffre d'affaires à rembourser de la dette, si tu ne montes que de 2 ou 3 points la croissance, et ben d'un seul coup, c'est de l'oxygène qui rend la dette beaucoup moins dangereuse. Donc c'est un autre type de mindset. Dans l'absolu, tu as 25 ans, tu préfères créer une boîte à l'étranger ou reprendre une boîte? Voilà, c'est plus que pertinent. C'est plus que pertinent. C'est plus que pertinent. Je vais te faire une réponse très honnête, Alison va me détester, mais vaut mieux que tu aies créé une boîte à l'étranger. Ouais, soyons clairs. Je pense vraiment que TJM, c'est la porte de tous ceux qui sont bloqués en France. Soyons clairs, je ne vais pas vous bullshiter. Là, je sens que je vais me faire défoncer. Mais, soyons très clairs. La France, c'est un pays qui va mal et qui va aller de plus en plus mal. Toute personne qui essaie de vous convaincre que ce n'est pas le cas est un menteur. Il ne faut pas être faut pas faire des prédictions très compliquées pour comprendre qu'un pays qui consacre 30% de son PIB aux retraites et bientôt 50%, ne peut pas être un pays qui va bien. Maintenant,
ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut être très très riche dans un pays qui va mal. Ça, c'est d'ailleurs le truc que personne ne veut entendre niveau cynisme. C'est que plus un pays va mal, plus il sombre, et plus les techniques d'enrichissement cynique explosent. Et donc, si on parle de votre population dans cette France qui va souffrir, le nombre d'opportunités est exponentiel. Et il y a plein de gens qui sont bloqués ici. Ils ont de la famille, ils ont des enfants. Moi, je peux juste vous lister tous mes amis divorcés dont l'un des deux compagnons ne veut pas quitter le pays et qui se retrouvent à faire le choix de soit abandonner leur enfant, soit aller faire des opportunités ailleurs, c'est à se taper la tête contre un mur. Et comme le taux de divorce dans ma génération est proche de 50%, on vient de décrire 50% de mes amis. Donc eux, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'ils fassent TJM. Parce qu'entre créer une boîte en France et reprendre une boîte en France quand tu es bloqué en France, le nombre d'opportunités cyniques dans la reprise d'entreprise est 10 fois plus élevé. Maintenant, si tu es compétent, jeune et intelligent, créer une boîte aux US, aux Émirats ou en Asie, ça te rendra toujours infiniment plus riche que reprendre une boîte en France. C'est pas la peine de raconter des histoires. Je veux dire, tu crées une... je voyais le fondateur de Kelchi, la boîte US qui vient de passer la barre des 10 milliards de valo. Ils ont créé cette boîte en 2013. Ouais, le concurrent de Polymarket, ouais. Le Polymarket légal. C'est fou, quoi. C'est complètement fou comme truc. Créer 10 milliards de valo en 10 ans, c'est invraisemblable. Donc ouais, tu ne peux pas... Enfin, si quelqu'un fait 10 milliards dans la reprise, c'est Bernard Arnault. Et il le fait parce qu'il a opéré à une échelle complètement hallucinante. D'ailleurs, on veut faire une campagne de street marketing marrante, c'est de mettre la photo de Bernard Arnault dans toutes les rues et de dire « La France ne mérite pas Bernard Arnault, elle en mérite 1000 ». Parce que comme tout le monde passe son temps à lui taper dessus, le pauvre, au moins s'il y avait 1000 Bernard Arnault, tu vois, Zuckman, il aurait plus de gens à qui taxer, quoi. Et ensuite, sur ces histoires de taxes, ça c'est la même chose, je sais que les entrepreneurs sont très inquiets avec les taxes. Et forcément, hein. Mais je vais vous dire la vérité, hein, il n'y a que les gens pauvres qui payent des taxes. Hein. Et je ne sais pas quand est-ce qu'un mec de gauche comprendra ça, en fait. Je sais qu'ils adorent parler de justice fiscale, de solidarité, de machin, mais les humains, ils ne sont pas cons. Tu crois que Xavier Niel, Bernard Arnault, ils payent des impôts, enfin, alors si, ils en payent, mais c'est ridicule par rapport à ce qu'ils font. Et tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les taxes que tu veux, ils auront toujours une armée de gens payés à être plus malins que le gouvernement. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas désespérer individuellement. Collectivement, vous êtes plus ou moins déprimés, ça, on ne peut rien y faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce que la France va mal que la reprise ira bien. C'est aussi cynique que ça, quoi. Oui. Et du coup, pourquoi créer aux US, aux Émirats ou en Asie et pourquoi pas reprendre? Alors, c'est là que ça devient drôle. Aux US, reprendre, c'est très, très dur. C'est vraiment très dur, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui reprennent des entreprises aux US depuis tellement d'années que la concurrence, elle est folle. Alors, le marché de la reprise aux US est un marché hyper dynamique, mais il y a beaucoup moins de barrières entre créer et reprendre. C'est très courant aux US de créer une boîte, d'en reprendre d'autres, de faire de la croissance externe, parce que tu as une économie qui est vivante. Et donc, tu n'as pas autant de distinction entre j'ai le chemin de créer, le chemin de reprendre, etc. Et le chemin de reprendre, il est aussi hardcore que le chemin de créer aux US. Parce que sur la moindre boîte, tu vois, par exemple, j'ai essayé d'accompagner un ami à acheter une boîte là, sur acquire.com. Ça m'a trop fait rire parce que à chaque fois que je suis confronté au marché US, je reprends une claque. Je me dis, ah, putain, j'avais oublié. Donc l'histoire, elle est méga drôle. On fait une offre sur acquire.com le jeudi et le vendredi, on part en week-end. Et quand on revient le lundi, on demande au mec s'il a vu l'offre. Et le mec nous dit, je vous ai écrit 3 fois pour voir si vous vouliez renchérir. Ah bon, ah, on n'a pas vu l'email. Il dit, ouais, mais moi, la boîte, elle est vendue. Ah, ok. Comment? C'est super liquide. Ouais, c'est super liquide. Tu dis, ah merde. et tu vois, en France, tu pouvais partir en vacances, revenir, le mec, il te relance.
Je dis alors, est-ce que vous voulez toujours acheter? Je vous en voudrais pas si vous avez changé d'avis. Donc en fait, c'est pas les mêmes marchés. Et aux Émirats, il n'y a rien à reprendre, forcément. Hein, c'était du sable il y a 15 ans. Enfin, il y a des trucs à reprendre, mais il n'y a pas de retraités, c'est minoritaire. Enfin, peut-être des boîtes en difficulté, mais c'est compliqué. Et alors en Asie, le marché de la reprise, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Tu rentres dans des trucs un peu compliqués, un peu mafieux, des familles, des machins. Donc c'est pas une zone, truc. Et pareil, il y a des zones géographiques dont on ne parle pas du tout. Mais l'Afrique, c'est un Eldorado en termes de création d'entreprise complètement fou. Moi, toutes les semaines, je me fais contacter par un Africain qui me dit « Ouais, j'ai vu toutes tes vidéos, ma boîte, elle vaut 100 millions. Si tu passes à Dakar, fais-moi signe, on ira prendre un verre. » Tu te dis « C'est quoi ces boîtes, en fait ?» Mais parce que le Nigeria a un PIB à 2 chiffres, la Tanzanie est dans un rattrapage immense, le Cameroun a une croissance incroyable. Donc en fait, je pense que ce qui est très très compliqué à comprendre pour nous, occidentaux, c'est qu'on le veuille ou non, les empires ont des cycles, et qu'on le veuille ou non, l'Occident est dans un cycle de décrochage. Et c'est pas de notre faute, c'est juste que y a un moment, la Chine se développe, et la Chine, quand elle se développe, c'est pas pour notre bien, en fait. Il y a un compte que je suis sur Instagram, que je poste tout le temps en ce moment, c'est un Chinois cynique qui raconte la Chine sans détour, mais sans haine, en fait. Il raconte comment les Chinois vont niquer le monde, grosso modo. Et tous les jours, je regarde ces vidéos, et tous les jours, je me dis, putain, les mecs, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, mais ils ont aucune raison d'être alignés économiquement avec nous. Aucune. Et c'est normal, on les a maltraités pendant des années. Et encore, je parle de nous, la France. Nous, on a de la chance, on fait du parfum, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge. Ils ont plein de raisons de bien nous aimer. Le jour où ils vont s'occuper des Anglais et du retour de bâton de la guerre de l'opium, on va rigoler. Hein. Et puis eux, leur bouffe, elle est dégueulasse. Hein, donc, non, ils vont pas rattraper ça. Mais c'est intéressant tout ce qui se passe économiquement de ce point de vue-là. Le chinois en question s'appelle Yuan Unpack. Ah, exactement. C'est ça. Mais il est incroyable. La Chine est extrêmement forte sur ce truc de... Les États-Unis se sont construits sur Captain America, Iron Man, et ils nous ont vendu une vision du monde extrêmement optimiste, dont je suis la première victime. Moi, j'ai grandi avec le rêve américain. Les comics, les super-héros, Freedom, America is great. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit, et ils ont fait les pires horreurs. Si vous voulez un jour perdre toute foi dans l'humanité, à jamais, vous lisez un livre qui s'appelle Bijoux de famille, qui sont tous les dossiers déclassifiés de la CIA entre 1975 et 1995, et qui ont été romancés par un mec dans un truc qui s'appelle Bijoux de famille. À chaque fois que je pense à ce livre, j'ai envie de vomir. Je me dis, mais attends, mais les mecs, ils nous ont vendu Freedom, America et tout. Et donc, il y a eu un immense décalage entre ce qu'ils nous ont vendu et ce qu'ils ont fait. Et les Chinois sont en train de nous faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire, on va tous vous niquer, mais de temps en temps, on ira doucement. De temps en temps, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'est fou hein, d'avoir un pays qui assume son cynisme. Et d'ailleurs, Trump, qui est une sorte de tentative ratée des Américains d'assumer leur empire, c'est pour ça qu'il est tellement choquant. C'est parce qu'il dit tout haut des trucs que tout le monde pense tout bas depuis des années, mais que personne n'a jamais osé dire. Quand le journaliste américain s'est fait assassiner, là, coupé en morceaux par les Saoudiens, comment? Ouais. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la réaction de Trump. Si MBS, il n'est pas très fort, s'il a besoin de conseils, qu'il nous appelle. Mais c'est invraisemblable. Moi, je me souviens, j'écoutais ça, je me disais, oh putain, le fou. Et en fait, la vérité, c'est qu'on sait très bien que les services de renseignement assassinent des gens. Alors, si un jour, je disparais, je tiens à dire, je n'ai aucune idée suicidaire, sachez-le. Je laisse des preuves comme ça. Oui, vas-y. Et là, si tu avais 25 ans et aucune attache à la France, tu ferais quoi? Soit j'irais aux Émirats, soit j'irais aux US. Je pense qu'en ce moment, les deux pays les plus incroyables, c'est les Émirats et les US. Pour du business. Pour créer, ouais. Ouais, parce que les Émirats, c'est le lifestyle le plus sympa, de loin. Et c'est vraiment... Si tu réfléchis stratégiquement
En fait, ça c'est un truc que j'ai jamais dit en public, mais la version très cynique de pourquoi vivre aux Émirats, c'est parce que de tous les pays du monde, c'est le seul qui est en train de jouer la carte universelle. Quel que soit le grand gagnant de ce qui est en train de se passer, Chine, Arabie Saoudite, Russie, États-Unis, Amérique du Sud, il y a un seul pays qui a réussi à jouer toutes les cartes à la fois, c'est les Émirats. Et avec un niveau d'excellence hors du commun. On parle quand même de la plus grande base NSA du monde, dans le pays qui accueille tout l'argent russe. La fille de Poutine et l'ancien Premier ministre russe. Non mais, s'il y a des mecs qui peuvent recevoir aucune leçon de personne en géopolitique, c'est eux. Alors, on va accueillir les mecs qui ne s'aiment pas. D'ailleurs, il y a même un quartier à Dubaï où il y a un kebab légendaire où tous les services de renseignement du monde vont se parler autour des 5 grandes ambassades qui se font la guerre en ce moment. Les mecs, ils ont institutionnalisé ça dans un kebab. C'est next level. Donc ça, c'est agréable parce que tu sais que tu es dans un endroit où tu peux jouer toutes les cartes globales à la fois. Tu veux faire du business avec la Chine? Aux Émirats, c'est facile. Tu veux faire du business avec la Russie? C'est facile. Tu veux faire du business avec la Russie et les US? C'est facile. Et en plus, tu apprends des trucs de fou. Par exemple, moi, j'ai un voisin aux Émirats, il vend de l'or russe aux Américains. J'étais là, mais attends, je croyais que c'était sanctionné. Il m'a dit, ah non, l'or, c'est pas sanctionné. Quoi? Et oui, il faut aller lire la liste des sanctions. Dans les sanctions, il n'y a pas l'uranium, il n'y a pas l'or, il y a le pétrole et le gaz, évidemment. Et tu dis, mais attends, tu vois, tu te dis, mais on se fout de notre gueule, en fait. Pendant que les mecs sont là à nous faire croire que, je sais pas quoi, il y a un mec qui fait de l'argent à prendre de l'or russe et de le vendre à des Américains. Il est à Dubaï, il a pignon sur rue, il a une boutique à Gold Market, il parle anglais, russe, arabe, tout va bien. Et donc, il y a cette capacité de paix universelle. Et après, les États-Unis, il y a la capacité start-up, tech, si tu as envie d'une boîte tech. Et alors, peut-être que l'empire décline, mais les empires, ça décline très, très, très lentement. Donc, tu as le temps de faire 3-4 fortunes générationnelles et de repartir. C'est pas... Quand les gens me disent, oui, c'est la fin du dollar. Oui, ok. Alors, comment dire peut-être que dans 50 ans, le dollar... Mais ça, c'est pas la fin du dollar dans 10 ans, quoi. C'est quoi la différence entre un search fund et la reprise? C'est pareil? C'est exactement pareil. Le search fund, c'est notre but à TGM, c'est que on arrive à créer un search fund par repreneur. C'est juste que tu arrives à te faire financer ta reprise avant même d'avoir fait la reprise. C'est ça un search fund. C'est que tu as levé les fonds sur ta personne et non pas sur la boîte que tu rachètes. Ça, c'est le niveau ultime. Aux US, les search funds, c'est hyper courant parce que comme les deals doivent avoir lieu hyper vite, tu n'as pas le temps de valider le deal. Tu fais confiance à quelqu'un pour valider le deal pour toi. Et je pense que d'ici 4-5 ans, TGM, chaque personne qui rentre, on lui crée son search fund. C'est ça la vision à long terme. Vous avez imaginé chez TGM créer une espèce de communauté de mentors? Ah ben on n'a pas imaginé, on l'a. Ouais, alors j'ai pas, on a aujourd'hui on a plus de 45 mentors qui accompagnent sur plein de sujets, légal, due diligence, etc. Tu as tout un annuaire de gens que tu peux contacter, ils font des lives. Ah non, surtout pas. Ah ça, il faut pas. Okay. Ça c'est le truc que je ne veux pas, je ne fais pas de thérapie. Moi, je crois beaucoup aux advisors, aux experts et à la responsabilité individuelle. Quand tu commences à rentrer... Si tu veux un mentor de ce genre-là, achète-le toi-même. Find your own guru. Mais on ne veut pas être provider de gourou. Il y a des ressources annexes, j'en trouve pas trop en France, sur, je sais pas, des exemples de réussite, des gens... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour te dire la blague, nous, on cherche à faire parler des repreneurs en live dans notre communauté. C'est très compliqué. Ça va se débloquer très vite. Déjà, nous, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura 4 ou 5 personnes qui pourront devenir, tu vois, exemples. Puis après, l'année d'après, tu en auras peut-être 20, 25. Déjà, quand tu auras un pool de 30 personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, tu vois, ça va bam bam. Mais là, on part vraiment de zéro. Parce qu'en fait, les mecs qui sont des repreneurs à réussite, soit ils sont dans le monde de la... Il y en a beaucoup dans le monde de la reprise d'entreprise en difficulté, mais ils font peur. Nous, on en a ramené un, il a foutu les boules, il a foutu les jetons à tout le monde. Les mecs te racontent des histoires. C'était vraiment dans des espèces de trucs tellement violents, la reprise en difficulté,
que les gens qui vont chercher ça, ils sont shootés à l'adrénaline. Et donc, je pense que ça rebute beaucoup les gens qui se disent « Ah, mais c'est ça une reprise ». Tu vois, le mec, il te dit « Ouais, alors, il y avait 18 000 salariés, on gérait le cash à la journée. » Et comment ça, à la journée? Ah ouais, tous les matins, on ne savait pas s'il y aurait du cash le soir. Quoi? Même moi, je n'ai pas fait ça. Tu vois, donc, même dans la pire start-up, tu ne fais pas ça. Donc, non, c'est vraiment un monde à part. C'est un peu la Champions League de la reprise. Et ensuite, les repreneurs pépères, ils veulent vraiment pas être dans le radar. Souvent, ils sont en mode ouais, laisse-moi tranquille, je veux pas que les gens sachent que j'existe, ma boîte, elle va bien. Je veux pas... La phrase qu'on a entendue le plus souvent, c'est je veux pas de contrôle fiscal. Ils ont l'impression que s'ils viennent dire ouais, c'est génial, j'ai racheté une boîte, tout va bien, ils vont avoir un contrôle fiscal. Donc bon, ça va changer. Donc vas-y. Est-ce que vous allez orienter TGIM sur la multi-reprise? Alors, c'est vraiment la vision, en fait, la multi-reprise. Évidemment, c'est le but. En 100% transparent honnête, j'en ai aucune idée de comment on va faire ça. Déjà, on essaye de calibrer le process, une reprise, etc. Il y a plein de problèmes français structurels sur la multi-reprise avec les taux d'endettement légaux, les ratios bancaires qui sont un peu plus chiants qu'ailleurs, et surtout les lois sur le surendettement qui sont très compliquées, en fait. Mais c'est par là que ça se passe. C'est par là que ça se passe. Tout à l'heure, on parlait de temps de transaction Ouais. aux États-Unis. En France, en France, c'est long. Si tu es très, 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 très fort, tu arrives à le faire en 6 mois. La réalité, c'est que ça prend 1 an. On a parlé avec une nana, elle a mis 36 mois à acheter une boîte. Je ne sais pas comment elle a tenu, la pauvre. Mais il y a eu plein d'emmerdes, son dossier bancaire a été annulé 2 fois. Elle est repassée 2 fois en signature. Mais bon, ça c'est... Plus ça va être standardisé, plus les tuyaux vont être standardisés, plus tout ça va accélérer, en fait. C'est pas normal de mettre 6 mois pour acheter une boîte. C'est dysfonctionnel. Normalement, une reprise, ça devrait être 90 jours. Tu as une grosse reprise. Tout à l'heure, tu parlais du marché de reprise aux US. Ouais. Et je veux savoir si tu sais si là-bas, en fait, ils achètent des petites entreprises en France, des petites entreprises. Non. Pour Non, ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, je pense qu'on sous-estime à quel point l'image française est en dégradation à toute vitesse partout dans le monde. Je veux dire, les mecs qui regardent la télé, ils comprennent pas, quoi. C'est vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, les gens passent plus de temps à se demander si Brigitte Macron est un homme que de se demander s'il y a des boîtes à racheter. Alors, par contre, les fonds vautours américains sont tous là. Là, en ce moment, toutes les semaines, il y a un bureau américain qui vient ouvrir à Paris dans les transactions à 50, 100, 200 millions. Mais alors, les transactions des petites PME du coin, entre 0 et 10 millions, les Américains ne les regardent même pas, quoi. Ni les Chinois. À un moment, les Chinois voulaient tous racheter des boîtes parce qu'ils avaient il faut savoir qu'en Chine, à une époque, c'était beaucoup plus facile de coter en bourse une boîte qu'en France. Donc, quand tu étais coté en bourse, tu étais valorisé 10 fois, 15 fois. Puis tu rachetais des boîtes françaises qui étaient valorisées 3 fois. Et donc, tu valorisais 3 fois, tu étais valorisé 15, tu gagnais 12x. Donc, tu rachetais n'importe quoi. Mais bon, ils ont tout racheté, ils ont tout fermé. Enfin, c'était un carnage, quoi. Puis la bourse s'est écroulée, puis ils ont arrêté, quoi. Donc non, ils n'ont pas... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Et les investisseurs, enfin, si tu vas voir un investisseur individuel américain, et tu lui dis, ouais, tu vas investir en France, à moins de lui raconter une histoire très française, baguette, chocolat, parfum, mode, et que le mec se dise qu'il va venir pour les séances photos ou manger du chocolat, la probabilité que tu arrives à lui tirer de l'argent est quand même très faible. Pour l'Américain moyen, on est un pays de communistes complètement fou, enfin, à tort ou à raison, mais l'image, elle est vraiment pas bonne, quoi. Ouais. La communauté des investisseurs chez TGIM, ouais. Elle est en France ou... Alors, la communauté des investisseurs, c'est vraiment notre capacité à cold emailer. C'est vraiment notre moteur de cold email. On arrive à transformer n'importe qui en investisseur. C'est un truc que j'avais inventé à The Family. J'appelais ça Dealcraft. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont tout autour d'eux 50, 60 investisseurs qui s'ignorent. Il faut créer un vrai process pour les transformer en investisseurs. Et il y a vraiment des techniques de psychologie, de mise en place, d'éducation.
Et donc, on n'a même pas besoin d'avoir une communauté établie, en fait. J'ai 160 000 personnes sur mon LinkedIn. Je poste un message. Tu vois, j'ai posté un message pour une boîte de lunettes, une reprise de lunettes, là. On a levé, donc c'était une situation d'urgence. Le repreneur devait déposer le dossier au tribunal de commerce le lundi. On était le mardi de la semaine d'avant. J'ai posté le mercredi. Il a fait 70 leads en 3 jours. Et il avait le chèque le lundi matin. Les gens sous-estiment la puissance des réseaux. Regarde Gaspard de Monclin avec le revenu, je ne sais pas si tu connais. Il a levé 1 million en 15 minutes. Il a 6000 followers. Enfin, un peu plus maintenant. Mais tu vois, et créer des audiences comme ça, c'est donné à tout le monde. Il faut être Gaspard, il faut être intelligent, il faut dire des choses bien. Je ne suis pas en train de vous dire, vous venez, vous faites un dossier pourri et vous avez de l'argent. Mais si vous avez le talent, le bon storytelling, la bonne présence, l'argent coule à flot. Je crois j'ai peur de dire une bêtise, mais je ne sais plus combien il y a de personnes qui ont investi dans le revenu, mais c'est impressionnant, je crois. J'ai peur de dire 1000 personnes, mais je crois que c'est ça, quoi. C'est assez fou. Et en plus, il les a tous mis dans un Slack, ils achètent tous le magazine, ils font acheter le magazine à tout le monde. Les gens sous-estiment les effets bénéfiques qu'il y a à ce genre de levée communautaire. C'est 100 fois mieux qu'avoir un fonds d'investissement qui te casse les pieds toute la journée en disant qu'est-ce qui se passe, quoi. Merci beaucoup d'être venu, et puis n'hésitez pas, vous avez mon email, mon LinkedIn, etc. À bientôt, ciao.